Bonjour à tous, donc bienvenue à cette réunion qui va être centrée aujourd'hui sur le bilan des 10 ans d'accréditation et de gestion des risques et qui va être animé, modéré par Jacques Carton et René Amadeo. Avant de commencer le programme, nous allons écouter les rapporteurs, les secrétaires annuels qui vont nous résumer la séance de la semaine dernière pour approbation. Alors, la séance de la semaine dernière a été initiée par Gérard Benoît, qui nous a fait part de ses réflexions sur la place des chirurgiens dans les équipes de prélèvement d'organes. Malgré les progrès techniques qui facilitent le recours aux donneurs vivants, ceux-ci sont 16% en France et 30% aux USA, la liste nationale des patients en attente de greffe rénale reste importante. Ils étaient 21 000 en 2015. Au moment où on se discute la loi de bioéthique, les indicateurs montrent un fléchissement des prélèvements sur donneurs décédés. Les réactions des médias reflètent les interrogations de la population face aux législateurs et alimentent les réseaux sociaux, notamment avec les problèmes de marchandisation des inscriptions sur la liste d'attente et même de dons du vivant, puisque 10 à 15% des organes greffés dans le monde seraient achetés. L'entrée de l'euthanasie comme cause de décès est certes une source potentielle d'organes, 8% aux USA, mais soulève une autre question, philosophique celle-là. Peut-on donner la mort pour avoir un greffe? Question et commentaire, Xavier Martin, le taux de 16% de donneurs vivants en France, qui est le plus bas d'Europe du Nord, est en rapport avec les débuts difficiles liés au scandale sanitaire. Il faut noter par ailleurs les difficultés dans les services à inclure les jeunes chirurgiens, ce qui impose un recours fréquent aux chirurgiens étrangers. Jacques Peltier souligne qu'il y a 4 points importants. Il faut développer les dons programmés, notamment exploiter les réserves d'organes des arrêts cardiaques inutiles. Il faut informer la population. Il faut encourager les donneurs vivants. Il faut minimiser le problème de marchandisation qui en fait n'en est pas un en France. Bernard Sobel rappelle qu'il n'y a pas de prélèvement, qu'il ne faut pas de prélèvement s'il y a une opposition familiale. Et Philippe Montupet précise que la double liste de garde, à son sens, est opérationnelle et satisfaisante dans les services de transplantation. Il faut bien sûr optimiser les programmes des donneurs. La séance a ensuite concerné l'endoscopie interventionnelle, diagnostique et sous la modération de Sylvana Barretta, qui en a été la première interlocutrice, nous avons parlé d'endoscopie chirurgicale, assez générale et plus particulièrement dans la prise en charge de l'obésité. Initié à la fin du XXe siècle, l'essor de la chirurgie mini-invasive conduit aujourd'hui les chirurgiens à se tourner vers une pratique assistée par robot et guidée par l'imagerie, avec un avenir porté par la technologie flexible. La frontière entre chirurgie et endoscopie se réduit ainsi davantage chaque jour pour créer demain de nouveaux concepts chirurgicaux, bousculant les anciens dogmes de la chirurgie générale. Afin de définir cette nouvelle approche multidisciplinaire de la chirurgie, il est impératif de former les chirurgiens de demain à l'endoscopie interventionnelle, sous peine de voir rétrécir leur spectre d'activité. Question et commentaire, Gérard Morvan. Comme pour les voitures, la technicité des opérateurs d'aujourd'hui doit être hybride. Que se passe-t-il chez nos voisins? Eh bien, dans tous les pays européens non francophones, une formation endoscopique est proposée dans le cursus chirurgical. Celle-ci est même obligatoire pour les États-Unis. Richard Billet souligne qu'il y a la nécessité d'acquérir de plus en plus de compétences techniques. Et ceci va-t-il imposer une hyper-spécialisation? Et si oui, attention au risque d'interférence de cette excellence opérationnelle avec les indications thérapeutiques. Hubert Joannet demande la répartition des étudiants formés à l'IRCAD. Il y a 70% de chirurgiens et 30% de gastro-entérologues, avec de plus en plus de Français. Quelle est la courbe d'apprentissage? Celle-ci s'améliore avec l'évolution technologique, mais est facilitée chez les chirurgiens par la maîtrise de l'anatomie. Enfin, François Guéral rapporte son expérience des débuts du cathétérisme rétrograde dans la prise en charge à l'ICAS de la volière principale dans les années 90. Deuxième communication de Pierre Blanc, Saint-Étienne, intérêt de l'endoscopie péropératoire réalisée par le chirurgien.
Les endoscopies étaient en France réservées aux gastroentérologues, mais avec le développement de la chirurgie laparoscopie bariatrique, certains chirurgiens commencent à faire eux-mêmes leurs endoscopies. L'auteur rapporte son expérience portant sur 40 endoscopies péropératoires pour contrôle de l'éparpage, de l'anastomose ou même ablation d'anneau. La durée de ce geste a été en moyenne de 5 minutes, il n'y a eu aucune complication post-opératoire. Les chirurgiens doivent se former dès maintenant à l'endoscopie pour contrôler eux-mêmes leur chirurgie. Question et commentaire, Jacques Pelli dit, à ce propos, y a-t-il une évaluation de la prise en charge endoscopique de l'obésité? Non, celle-ci est en cours, mais elle n'est pas encore arrivée à terme. Il y a notamment une réflexion sur une moindre efficacité qui serait acceptable pour une moindre morbidité. Se pose cependant le problème de la prise en charge du traitement de cette obésité non validable pour la chirurgie. À l'étranger, l'endosleeve est très développé. Hubert Joannet, quels ont été les freins de cette expérience? Ni les anesthésistes, ni les gastroentérologues n'ont émis de réserve, mais la démarche a concerné uniquement les patients pris en charge en chirurgie. Troisième communication, Gianfranco Donatelli, endoscopie chirurgicale guidée par l'image. L'avènement de l'écho-endoscopie dans la prise en charge de la pathologie digestive est un très bon exemple de développement d'endoscopie interventionnelle couplée à l'imagerie. Aux ponctions transluminales, initialement diagnostiques, ont succédé progressivement des gestes thérapeutiques de plus en plus complexes, de drainage, de collection, puis d'intubation reconstructrice par endoprothèse, et même de procédures anastomiotiques palliatives. Grâce aux améliorations techniques de l'imagerie et des ancillaires, l'endoscopie interventionnelle s'impose comme un concours thérapeutique de plus en plus actif en centre expert, mené au sein d'une réflexion collégiale multidisciplinaire. Hubert Joannet souligne qu'il ne faut pas oublier de savoir reprendre chirurgicalement ces complications pour un drainage parfois plus efficace sur la gestion de la complication que le drainage endoscopique. Il pose la question de savoir si l'auteur a une expérience du méga-œsophage. La réponse est oui. Des procédures de type POEM ont été menées à l'INM. Xavier Martin souligne l'importance de cette collaboration avec les radiologues. Oui, très bien, très bien. Et Raymond Collot s'interroge sur les résultats des reconstructions biliaires à long terme. Il y a eu 35% de sténose à 5 ans, avec comme facteur de risque la longueur de la perte de substance de la lobère principale et l'existence de lésions vasculaires associées. Bien, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde... merci de ce résumé très intéressant et consistant. Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc on adapte ce compte rendu.